Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons le colonel Douglas Macgregor, ancien conseiller du secrétaire à la Défense, pour discuter de la guerre contre l'Iran. Soyez de retour parmi nous, colonel. Heureux d'être ici. Donc après cette attaque surprise contre l'Iran, il y avait un grand optimisme, non seulement à Tel Aviv, mais aussi à Washington, et je dirais également dans certaines capitales européennes. Pourtant, l'ambiance a désormais beaucoup changé, et il y a une certaine morosité parmi ceux qui soutiennent cette guerre. À quel point pensez-vous que la situation est grave aujourd'hui? L'Iran est-il en train de gagner? How severe do you think this is now? Is Iran winning? Eh bien, la guerre vient tout juste de commencer. Je ne pense pas que les gens en aient conscience. Et je ne m'attends pas à ce qu'elle soit gagnée ou qu'elle se termine de sitôt. Je pense que les gens ont largement surestimé l'impact de l'attaque surprise contre l'Iran, dans laquelle nous avons finalement été complices. Je pense que le président Trump a fait ce qu'il a pu pour créer l'illusion que nous étions intéressés par une sorte de solution négociée, et ça a contribué à désarmer les Iraniens, du moins au début. Ils m'ont surpris par la rapidité de leur riposte, et leur arsenal est désormais utilisé. Je parlais plus tôt aujourd'hui avec quelqu'un qui suivait le nombre de missiles balistiques, des missiles balistiques de moyenne portée, avec une portée de 1200 à 1400 km, qui avaient été utilisés. Et bien sûr, ils en possèdent plus de 3000, et seule une fraction a été utilisée jusqu'à présent. Donc je pense qu'Israël s'engage dans une guerre longue, qu'il le veuille ou non. Et nous sommes sur le point d'y participer, car je pense que l'annonce du président Trump, selon laquelle il allait prendre les 2 prochaines semaines pour y réfléchir, est absurde. Je pense que la décision a déjà été prise. En fait, j'ai des sources internes qui me disent que c'est le cas. Ce qui prend du temps, c'est de rassembler les forces aériennes et navales nécessaires pour lancer les attaques. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, nous avions d'énormes moyens navals et aériens dans la région. Finalement, nous les avons retirés et il faut du temps pour les reconstituer. Une fois qu'ils seront prêts, nous attaquerons. Donc, l'annonce de Trump selon laquelle il va encore réfléchir pendant 2 semaines, est-ce simplement le temps nécessaire pour préparer le déploiement du groupe d'intervention? Je pense qu'on lui a dit par le secrétaire à la Défense, « Écoutez, nous n'allons pas pouvoir agir rapidement. Il va nous falloir quelques jours pour tout préparer. » Et donc il a répondu, « Très bien. » Parce que, vous savez, Donald Trump adore jouer avec les médias. Il n'y a personne, du moins de mon vivant, qui était meilleur que Donald Trump pour manipuler les médias. Et cela lui donne une occasion de le faire. Mais en réalité, la décision d'attaquer a été prise et les forces sont encore en train de se rassembler. Rappelez-vous, beaucoup de navires devaient être réapprovisionnés, autrement dit, ils devaient être rechargés en nourriture, en eau, ainsi qu'en munitions et missiles. Et il a aussi fallu faire venir des groupes aéronavals pour réapprovisionner et également remplacer les forces déjà présentes dans la région. Et maintenant, un grand nombre d'avions sont déplacés vers des installations proches afin de pouvoir décoller. Je pense que nous avons environ 30 à 40 appareils de ravitaillement en vol. Donc une fois que tout sera en place, ils attaqueront. Mais vous avez dit que cette guerre allait durer un certain temps. Mais dans quelle mesure cela est-il possible? Parce que dans une guerre d'usure, il faut pouvoir reconstituer les munitions et tout le reste. Mais il semble qu'Israël ait déjà des difficultés avec ses missiles intercepteurs. Le dôme de fer paraît moins puissant ou convaincant qu'on ne l'avait présenté au public. Je ne conteste pas qu'il s'agira d'une guerre longue.
Mais dans quelle mesure l'Amérique pourrait-elle agir différemment d'Israël? Je sais que l'Amérique dispose d'une puissance de feu supérieure, mais elle est aussi, dans une large mesure, plus exposée dans la région, n'est-ce pas? Eh bien, vous touchez là un point important. Vous avez Israël qui est au pied du mur. Soyons francs, une part importante de leur pays a été détruite. Ils ne vont pas l'admettre, mais je pense que Netanyahou a supplié Trump d'entrer rapidement dans le jeu. Tu dois intervenir, nous sommes à court. Nous avons eu de nombreux gros avions, des Globemaster, qui ont atterri au cours des dernières 24 heures pour essayer de fournir des intercepteurs de haute altitude pour le théâtre, des missiles, ainsi que des Patriots et d'autres systèmes. Nous avons des troupes au sol en Israël qui aident à gérer les radars et les batteries THAAD. C'est donc une situation très difficile. Et Israël a toujours été en bout de course lorsqu'il s'agit de guerre. En 1973, nous avons dû acheminer par avion d'énormes quantités d'équipements afin de remplacer les pertes et d'aider les Israéliens à se remettre sur pied. Mais à ce moment-là, ils étaient les victimes d'une attaque. Cette fois, ils ont pris l'Iran pour cible. Et l'Iran est différent des autres États auxquels ils ont été confrontés. L'Iran est une grande puissance continentale. Les États-Unis sont avant tout une puissance aérienne et maritime. Nous n'allons pas engager d'importantes forces terrestres. Nous n'en avons pas à engager. Et l'Iran est presque aussi vaste que l'Europe de l'Ouest. Si vous réunissez la France, l'Allemagne, une partie de l'Espagne et le nord de l'Italie, vous obtenez l'Iran. C'est une superficie énorme. On ne mobilise pas des forces et on ne s'engage pas rapidement dans un endroit pareil. Je ne vois donc pas beaucoup d'éléments allant dans ce sens. Je pense que les gens doivent comprendre quel est l'objectif. Et si je peux prendre une minute pour essayer d'expliquer aux gens quel est l'objectif de la guerre, alors peut-être qu'ils comprendront ce qui se passe réellement. Il s'agit d'une guerre pour l'hégémonie de l'État juif sur toute la région. Il faut bien comprendre cela. Nous pensons que l'hégémonie de l'État juif est dans notre intérêt parce qu'elle implique la conquête et la sécurisation des champs de pétrole et de gaz de la région. Maintenant, la guerre contre la Russie a été perdue. Rappelez-vous, cette guerre a toujours eu pour but d'évincer Poutine, de fragmenter la Russie, mais de la dépouiller de ses grands subsides, ce qu'il en reste en un État vassal appartenant en grande partie aux banques de Londres et de New York. Cela a échoué. Cette guerre est perdue. La Russie n'est pas prête de perdre Poutine, et son État est intact, et sa puissance militaire est selon moi plus grande et plus forte que jamais dans son histoire. Passons maintenant au Moyen-Orient. Les mêmes personnes, avec les mêmes soutiens, les mêmes oligarques financiers, institutions et défenseurs politiques qui ont plaidé pour une guerre contre la Russie, afin de faire ce que je viens de décrire, détruire l'État, puis dépouiller le pays de ses ressources, sont les mêmes qui plaident aujourd'hui pour une guerre au nom d'Israël contre l'Iran. Et tout le monde a toujours su que lorsque cette guerre commencerait, nous serions obligés d'y entrer. M. Netanyahou n'a jamais eu d'illusion à ce sujet. Pourquoi a-t-il décidé d'agir ainsi? Parce qu'il contrôle les États-Unis. Il faut le comprendre. Monsieur Netanyahou exerce infiniment plus de contrôle et d'influence sur le Congrès américain que le président Trump. Et le président Trump est en réalité son instrument. Il ne fera ni ne dira rien que Monsieur Netanyahou ne veuille pas qu'il dise. Il a récemment été au téléphone avec M. Netanyahou et des personnes ayant entendu la conversation ont mentionné qu'il utilisait un langage de gangster pour parler de ce qu'ils allaient faire. On va leur casser les jambes. Ils vont payer le prix pour ça, et ainsi de suite. C'est ce genre de discours de dur qui est courant à New York. Il aime ça et il soutient donc pleinement cette guerre. Et lui aussi est convaincu que lui et d'autres tireront profit
de la destruction de l'Iran. Maintenant, je ne pense pas que cela fonctionnera. Et je pense que nous allons découvrir qu'il existe des limites à la puissance aérienne et aux missiles, et nous allons le constater. Nous avons également affaire à un État très différent de ce que nous aurions vu il y a 20 ans. Donc, de nombreux scénarios que nous avons envisagés lors de jeux de guerre sont probablement obsolètes, car l'Iran est aujourd'hui bien plus avancé technologiquement et bien plus capable qu'il ne l'était il y a 20 ans. Nous avons tendance à parler de l'Iran comme le font les Israéliens. Ils agissent comme si 46 ans ne s'étaient pas écoulés et que l'Iran n'était qu'un État musulman arriéré que l'on peut intimider et attaquer à volonté. Cela n'arrivera pas. Et si nous nous engageons là-dedans, nous allons subir des pertes. L'opération que nous envisageons de lancer dans un avenir très proche implique des centaines d'avions. C'est très complexe. Tout le monde pense qu'il s'agit simplement de faire voler des bombardiers B-2 qui seraient invisibles, invulnérables, invincibles, à 12 000 mètres d'altitude au-dessus de l'espace aérien iranien, et de larguer ces munitions pénétrantes censées traverser les montagnes et détruire les soi-disant installations d'enrichissement d'uranium. En réalité, je pense que ça va surtout viser la destruction du régime. Et ils ont ciblé tout, jusqu'au commissariat de police à Téhéran et dans d'autres villes. Ils veulent essayer de paralyser l'Iran, de le rendre incapable de se maintenir et de réagir. Encore une fois, je ne pense pas que cela va fonctionner, parce que je crois que les Iraniens leur réservent quelques surprises. Mais c'est la direction que nous prenons. Ensuite, il est question d'endommager ces installations d'enrichissement d'uranium ou de développement nucléaire. Je ne suis pas certain que nous croyons pouvoir les détruire avec des munitions conventionnelles. Et j'ai déjà entendu parler de MRR, c'est-à-dire des ogives à rayonnement résiduel minimal. En d'autres termes, des ogives nucléaires à faible puissance conçues pour pénétrer ces sites, et il se pourrait qu'elles soient utilisées. Je pense que ce serait une très mauvaise idée, car cela ouvrirait la boîte de Pandore de façon majeure. Donc je crois qu'il y a une certaine dose de réalisme qui s'impose lorsqu'on réfléchit à la difficulté de percer des montagnes. Mais je constate beaucoup plus de confiance dans leur capacité à détruire et dominer l'Iran lui-même. Encore une fois, je pense que c'est très dangereux. Toute cette affaire est très complexe et je ne pense pas qu'au final cela fonctionnera. Mais nous verrons bien. En attendant, les Chinois, les Russes, les Pakistanais, et pas seulement eux mais aussi d'autres pays, ont investi des ressources en Iran pour aider les Iraniens à se défendre. Je pense que certaines de ces aides feront la différence. Donc ce ne sera pas une promenade de santé, ce sera très dangereux et très complexe, et même dans le meilleur des cas, cela pourrait ne pas fonctionner. Eh bien, il semble effectivement que, comme vous l'avez mentionné, l'objectif soit la décapitation, la destruction des sites nucléaires et bien sûr la subordination de l'Iran. Mais on voit aussi Israël détourner ou pirater certaines chaînes de télévision et appeler les Iraniens à se soulever. Donc, oui, pour une raison quelconque, on est censé croire que des millions d'Iraniens soutiendront le pays qui les bombarde et se retourneront contre leur propre gouvernement. Mais dans quelle mesure ont-ils, car ils ont manifestement sous-estimé les capacités militaires de l'Iran, également sous-estimé l'état d'esprit en Iran. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont de véritables griefs, voire même de la haine, envers un gouvernement qu'ils n'apprécient pas. Je ne dis pas, je pense que c'est un peu exagéré pour être honnête, mais il y a toujours des mécontentements. Mais l'idée qu'ils se rangeraient du côté de l'ennemi contre leur propre gouvernement, n'est-ce pas là un excès d'optimisme? Ou comment expliquez-vous, selon vous, les objectifs très ambitieux qui ont été fixés?
Vous voulez dire que l'idée de bombarder ces gens, tout en leur disant qu'ils sont nos amis et que nous sommes leurs amis, est un peu contradictoire. Au fait, nous vous bombardons pour vous libérer d'un gouvernement que vous ne voulez pas vraiment, et vos amis en Israël sont en train de mettre en place une autre structure gouvernementale avec l'ancien ou le fils du prince héritier ou l'ancien fils du Shah, peu importe comment vous l'appelez, qui est une marionnette consentante d'Israël, qui viendra prendre le pouvoir et remettre tout en ordre. Je veux dire, arrêtez-vous et réfléchissez à tout cela. C'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'aiment pas le gouvernement. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui n'aiment pas le gouvernement. Mais je n'ai pas vu de grand nombre de drapeaux israéliens et américains dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Tabriz ou ailleurs, flotter en disant « Oh, venez nous sauver, nous vous aimons ». Je n'ai pas vu cela. En revanche, j'ai vu aux États-Unis, à Los Angeles, à Chicago, peut-être à Seattle et dans d'autres endroits, des drapeaux mexicains brandis par de nombreux hispaniques applaudissant la destruction de l'Amérique. Ça, je l'ai vu, mais je n'ai vu aucun drapeau américain ou israélien dans les rues des villes iraniennes. Donc, pour être parfaitement franc, je pense que c'est absurde. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas causer beaucoup de dégâts à l'infrastructure, provoquer un chaos et une confusion énorme, voire même amener les gens à manquer d'eau potable et à mourir de faim comme c'est le cas à Gaza. Je suppose que c'est possible. Mais je ne pense pas que ce soit un plan viable. Eh bien, tout ce discours sur les armes de destruction massive et le fait d'être accueilli en libérateur ressemble terriblement à 2003 avec l'Irak. Mais contrairement à l'Irak, les États-Unis disposaient de forces terrestres massives et leur capacité technique et militaire était écrasante. Si vous me permettez de vous interrompre brièvement, je vous dirais que si nous étions simplement entrés en Irak en 2003, que nous avions renversé Saddam Hussein, puis remis le pays entre les mains des chefs militaires nationaux, en les incitant à inviter les Nations Unies pour superviser la restauration du gouvernement, les élections, etc. Puis que nous étions partis, nous aurions connu un grand succès. Certainement dans le sud, lorsque nous sommes arrivés, les chiites étaient très heureux de nous voir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ensuite, ils espéraient en quelque sorte que nous partirions. Vous savez, c'est là le problème. Benjamin Franklin disait que les invités, comme les poissons, commencent à sentir mauvais au bout de 2 ou 3 jours. Le fait est qu'il y a une différence entre accueillir quelqu'un pour venir enlever une autre personne à votre place, puis repartir, et quelqu'un qui vient, enlève celui qui était là, et finit par s'avérer pire que ce que vous aviez, tout en tuant un grand nombre d'entre vous au passage. Donc tu as raison, Irak et Iran sont différents. Mais nous devons comprendre ce que nous avons fait en 2003, qui était très stupide. Nous avons occupé. Il ne faut jamais occuper si on peut l'éviter. Et il n'y avait aucune raison d'occuper l'Irak. Il n'y avait aucune raison de démanteler le gouvernement, son administration. Et nous devons nous souvenir de qui était responsable de cela. Il s'appelle Paul Wolfowitz. His name is Paul Wolfowitz. And that little coterie of people. Et ce petit cercle de personnes qui a pris le contrôle du Pentagone, des services de renseignement et de tout le reste sous l'administration Bush, affirmait avec insistance que la route vers Jérusalem et la liberté passait par Bagdad. Je veux dire, imaginez un peu à quel point cette déclaration est absurde. Mais c'est ce qu'il disait. Les mêmes types de personnes, exactement les mêmes, ont poussé à la guerre en Ukraine contre la Russie. Ils poussent aujourd'hui à la guerre au nom d'Israël contre l'Iran. Nous allions forcément être impliqués dans ce conflit parce que selon eux, il n'y a pas d'alternative à notre participation, sinon l'échec total et à terme la destruction d'Israël. Donc nous devions intervenir dans ce combat.
So we had to come in on this fight. By the way, the same financial interests in London. D'ailleurs, les mêmes intérêts financiers à Londres et à New York, qui voulaient détruire la Russie, anéantir son État, renverser son gouvernement et en faire un paradis mondialiste en y introduisant des millions de non-européens. Ces mêmes mondialistes qui voulaient dépouiller la Russie de ses ressources sont ceux qui cherchent à prendre le contrôle des ressources pétrolières et gazières du Moyen-Orient, en particulier en Iran. Ils veulent morceler la région en petites entités qu'ils pourraient ensuite traiter comme des États vassaux du grand État israélien, qui en réalité sert d'avant-garde à la victoire mondialiste qu'ils espèrent remporter au Moyen-Orient. Oui, je me souviens qu'on décrivait l'Irak comme la voie d'accès à l'Iran. Mais dans quelle mesure est-ce possible? Encore une fois, Trump avait fixé cet objectif très ambitieux de reddition totale des Iraniens, mais uniquement avec des frappes aériennes et des moyens navals. Cela semble assez difficile, notamment parce qu'on se demande comment accéder ou entrer en Iran. Les Américains attaqueraient-ils par le même corridor qu'Israël, à travers la Syrie et l'Irak? Ou bien, les États-Unis attaqueraient-ils depuis la mer? Mais dans ce cas, peuvent-ils vraiment entrer dans le golfe Persique? Et il reste encore incertain dans quelle mesure, peut-être, même le Pakistan aiderait à intercepter des missiles lancés contre l'Iran. Encore une fois, pour l'instant, tout cela n'est que spéculation. Mais de nombreux voisins ne sont pas vraiment satisfaits de ce scénario. Mais si le but est simplement de transformer l'Iran en un grand Gaza, d'infliger le maximum de punitions possibles, que peut-on faire et à quoi peut-on s'attendre en termes de représailles iraniennes? Je veux dire, les États-Unis ont-ils déplacé une grande partie de leurs actifs stratégiques loin des endroits vulnérables? Ont-ils toujours la flotte à Bahreïn? Ou bien, enfin, quelles préparations sont en cours? D'après ce que je comprends, tout le personnel militaire américain a été retiré de Bahreïn. Je pense que nous essayons de déplacer le personnel américain en uniforme et les agents de renseignement vers des endroits sûrs dans la région, ou du moins vers des lieux peu susceptibles d'être attaqués. Combien avons-nous réussi à déplacer jusqu'à présent? Je ne sais pas. Je pense que cela a également eu un impact sur le retard de l'opération. Mais Bahreïn, qui est un endroit très important pour les États-Unis, en particulier pour la marine et l'armée de l'air américaine, a été évacué. Mais je pense que la question principale est beaucoup plus simple. Nous devons comprendre ce que signifient ces objectifs. Et ensuite, nous devons nous demander tout d'abord, est-ce que cela a du sens? Je ne pense pas que cela ait du sens. Je pense que c'est insensé. Et je me suis opposé à ce genre de raisonnement depuis le début. Nous ne vivons pas dans l'hémisphère oriental. Nous sommes Américains. Nous vivons dans l'hémisphère occidental. Que faisons-nous? Que cherchons-nous à accomplir? Est-ce que cela va améliorer la situation pour Israël? Je ne le pense pas, car la perte que je considère inévitable dans ce conflit rendra la survie d'Israël très difficile. Et s'ils essayent de menacer d'utiliser une arme nucléaire, si nous ne faisons pas ce qu'ils veulent que nous fassions, ou si l'un de leurs voisins ne fait pas ce qu'on lui dit, ils pourraient finir par être eux-mêmes la cible d'une arme nucléaire. Ces choses ont la fâcheuse habitude de se retrouver entre les mains d'autres personnes. Donc je n'écarterai pas cette possibilité. Ce n'est pas parce que l'Iran n'a pas construit d'armes nucléaires qu'il ne pourrait pas s'en procurer une si les Israéliens proféraient de telles menaces. Mais voici l'élément clé, et vous y revenez sans cesse. Nous ne sommes pas une puissance continentale. Israël ne l'est pas non plus. Israël est une petite colonie située sur la Méditerranée et elle agit comme si elle était une grande puissance parce qu'elle bénéficie de notre soutien inconditionnel. Nous pensons pouvoir faire à l'Iran ce que nous avions prévu de faire à la Russie.
L'ensemble du Sud global se range du côté de l'Iran. De nombreux États européens vont également soutenir l'Iran, alors qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et puis bien sûr, il y a les suspects habituels. L'Inde, la Chine, les BRICS, tous ceux qui sont impliqués là-dedans, qui vont se ranger du côté de l'Iran. De plus en plus de technologies, d'équipements et de soutien arrivent en Iran. La seule chose que nous, aux États-Unis, allons accomplir à la suite de nos actions, c'est de devenir un État paria dans le monde entier. Nous allons être détestés et méprisés pour ce que nous faisons. Nous le sommes déjà, mais ça ne va qu'empirer parce que la guerre va empirer. Maintenant, la guerre va-t-elle durer 1 semaine, 12 mois, 18 mois, 10 jours? Je suppose que cela dépend en grande partie de l'ampleur de la destruction. Et en ce moment, la destruction sur le terrain en Israël est considérable. Il faut se poser la question. 92 millions de personnes dans une zone de la taille de l'Europe de l'Ouest, contre bien moins que les un peu plus de 7 millions qui y vivent normalement, dans une zone un peu plus petite que le New Jersey. Qui va l'emporter? Les groupes aéronavals et l'US Air Force peuvent-ils vraiment changer la donne? Je suis sceptique. Ma dernière question est la suivante. Dans quelle mesure, enfin, comment voyez-vous la possibilité que Trump change d'avis concernant le fait de ne pas attaquer directement? Parce que j'ai parlé plus tôt aujourd'hui avec John Mearsheimer. Il pense que Trump pourrait maintenant changer d'avis parce qu'ils n'ont pas réussi à mener cette frappe de décapitation. L'Iran s'est révélé bien plus puissant qu'on ne le pensait. Il s'avère que c'est une punition énorme pour Israël et il est douteux qu'il puisse en supporter beaucoup plus. Il y a aussi une forte opposition, non seulement au sein du public américain, mais aussi parmi la base de Trump et son propre entourage. Tulsi Gabbard, par exemple, ne semble pas du tout satisfaite de tout cela. Pensez-vous que tout cela pourrait le convaincre de changer d'approche, ou pensez-vous que la décision d'attaquer a définitivement été prise? Je maintiens ce que j'ai dit au début. Cette décision a été prise. Demander à Donald Trump de revenir en arrière est très très difficile. Vous savez, nous avons une mauvaise habitude, historiquement, de faire des déclarations politiques irréalistes qui relèvent de la surestimation, et ensuite nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous avons connu cela avec Lyndon Johnson en 1965, et pendant 3 ans au Vietnam, jusqu'à ce qu'il quitte finalement ses fonctions. On ne peut pas gouverner de cette façon, mais c'est ce que nous faisons. Le président Trump agit en grande partie sur l'impulsion et l'émotion, et il est influencé par sa supposition que nous sommes aujourd'hui la nation que nous étions en 1991. Ce n'est plus le cas. En d'autres termes, il regarde par la fenêtre de la Maison-Blanche, au-delà du Washington Monument et de la beauté qu'il aperçoit, et il voit ce qu'il considère comme un pouvoir incontesté, une prospérité qui rend toute confrontation avec qui que ce soit, vous savez, jouée d'avance, surtout contre un État dont on lui a dit qu'il était arriéré, dirigé par ce vieil homme étrange portant un turban noir. Comment pourrait-il prendre cela au sérieux? Donc, je ne le vois pas changer d'avis. Je n'en vois absolument aucune preuve. Et je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Maintenant, vous avez mentionné autre chose que je pense qu'il est très important d'explorer. Vous avez dit, regardez toutes les réactions négatives aux États-Unis. Je ne les vois pas. Les Américains ne prêtent pas vraiment attention à tout cela. L'Américain moyen se demande surtout s'il pourra acheter un pack de bière ce soir et regarder le match à la télévision. Tant qu'il peut payer l'essence pour sa voiture et aller travailler sans encombre, cela ne fait pas une grande différence pour lui. Et n'oubliez pas qu'il pense que la guerre, c'est quelque chose qui se passe ailleurs, sur le sol d'un autre pays. Maintenant, il peut rapidement se rendre compte qu'il se trompe si la situation se dégrade ici, aux États-Unis.
Nous venons d'admettre environ 30 millions de personnes dans le pays dont nous ne savons absolument rien. About whom we know absolutely nothing. There is no strategy for mass deportation. Il n'existe aucune stratégie pour une expulsion massive. Les moyens nécessaires n'existent pas. Tout cela a été très mal géré. L'homme qui est responsable, M. Homan, se concentre de façon compréhensible sur ce qu'il connaît en tant que policier, sur les criminels clairement identifiés. Mais ce n'est qu'une partie du problème, et il y en a beaucoup d'autres dont il n'a aucune connaissance. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous écoutez le président Trump, écoutez ce qu'il dit, puis demandez-vous, qu'a-t-il fait? Rappelez-vous, il a dit, quand j'étais président, j'ai construit le mur. Non, c'est pas vrai. Maintenant, il dit, vous voyez, vous ne voyez pas de gens affluer dans le pays. Mais il lui manque quelque chose. Tous les points d'entrée illégaux sont utilisés par les cartels de la drogue pour faire passer des drogues et du trafic humain aux États-Unis. Et ils servent aussi à faire entrer des camions remplis d'argent liquide des États-Unis vers le Mexique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'apparence est une chose, la réalité en est une autre. Le président Trump a toujours accordé beaucoup d'importance à l'apparence. Et en ce moment, aux États-Unis, l'image, ce sont ces magnifiques photos de groupes aéronavals traversant des eaux immaculées sous un soleil radieux, avec tous ces avions. Mais nous avons appris au fil de nombreuses décennies que l'impact réel de ces choses est minime, voire inexistant. Et encore une fois, nous revenons au point de départ. Vous avez parlé de la manière de soutenir cela, de réarmer, de reconstituer les stocks. C'est très difficile. Nous misons une fois de plus trop sur quoi les Israéliens ont misé au départ. Un coup décisif. Grosse erreur. Il s'agit d'une puissance continentale. Elle peut encaisser de lourdes pertes et elle ripostera. Que se passe-t-il lorsque nous commencerons à subir des pertes? Que se passe-t-il si nous perdons des navires capitaux? Que se passe-t-il lorsque les bases que nous occupons sont détruites? Alors, les Américains qui autrement profitent de leur bière en regardant le match diront « Attendez une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Combien d'entre nous ont été tués? Pourquoi? Que faisons-nous là-bas? Je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé mon avis. Y a-t-il eu un débat au Congrès? Non. Monsieur Netanyahou possède le Congrès. Il n'y a pas de débat. Ils font tout la queue pour remplir leurs poches d'argent et faire tout ce que Monsieur Netanyahou veut. Et il en va de même pour Monsieur Trump. À ce stade, pensez-vous que les Américains ou les Israéliens pourraient utiliser une arme nucléaire tactique? Je pense qu'il existe une réelle possibilité que par désespoir, les Israéliens le fassent. Au final, il pourrait y avoir des voix qui plaident en ce sens. C'est pourquoi j'ai mentionné le MRR, rayonnement résiduel minimal, ogive nucléaire à faible puissance. Cela pourrait arriver. Je pense que ce serait une erreur très grave. Je pense que c'est un niveau d'escalade auquel nous ne devrions jamais recourir, quelles que soient les circonstances. Mais souvenez-vous, vous avez affaire à de l'arrogance et à de l'auto-illusion. C'est une combinaison dangereuse qui conduit inévitablement à l'échec. Et nous sommes tout à fait dans l'arrogance, tout à fait dans l'auto-illusion. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais c'est ainsi. Eh bien, colonel McGregor, merci beaucoup de m'avoir permis de vous poser des questions à ce sujet. Je sais que vous n'êtes pas seulement très occupé, mais qu'en particulier cette semaine, vous donnez des interviews en permanence. Donc oui, merci beaucoup pour votre temps. Encore une fois, j'espère me tromper complètement et qu'il se passe quelque chose de positif, mais je n'y crois pas. Merci. Au revoir.